Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Véritable vitrine mondiale de technologie, d'innovation et de networking, JTEX Africa 2024 ouvrira ses portes à la fin de ce mois à Marrakech. Quelques 1500 exposants de 130 pays prendront part à l'événement. Le salon permettra de renforcer la position du Maroc en tant que leader dans le domaine de la technologie. Il rêve de devenir écrivain. La fondation Olive Seed les accompagne dans ce long chemin à travers un concours d'écriture en langue anglaise. Et bonne nouvelle, le vainqueur sera publié dans une maison d'édition. C'est à Fès qu'ils se sont donné rendez-vous pour cette première édition. Le bonheur, comment y accéder? La question a été au cœur d'une conférence philosophique donnée à Casablanca par le sociologue et écrivain français Jean-François Dortier. Autant de questions abordées lors de cette rencontre et dont les réponses ne peuvent dépendre que de nous-mêmes, selon l'écrivain. Le 33e sommet arabe s'ouvre demain. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch est arrivé aujourd'hui à Manama pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux de la 33e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. M. Aziz Akhnouch a été accueilli à l'aéroport international de Bahreïn par son Altesse Cheikh Nasser Ben Ahmed Al Khalifa. Le sommet de Manama discutera d'une série de questions relatives à l'action arabe commune dans ses dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et sécuritaires, en plus de la coopération des pays arabes avec d'autres blocs régionaux. L'accent sera également mis sur la question palestinienne, la sécurité dans la région arabe et la situation dans nombre d'États membres. Nous le disions en titre, il est considéré comme le plus grand salon tech et start-up en Afrique. JTEX Africa 2024 est une véritable vitrine mondiale de technologie, d'innovation et de networking. La deuxième édition aura lieu du 29 au 31 mai à Marrakech. C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Rabat. Adnan Harras, Wissal Imri et Zakaria Moukinbil. C'est l'un des plus grands salons dédiés aux nouvelles technologies et aux startups en Afrique. 3 jours durant, JTEX Africa Maroc rassemblera géants de la technologie, représentants des gouvernements, leaders d'entreprises et de startups, ainsi que des investisseurs et experts. Objectif, faire progresser l'innovation technologique et la transition digitale du continent. Cet événement connaîtra la participation de plus de 700 startups. Je voudrais féliciter le Maroc parce qu'il aura un rôle de premier plan dans l'accompagnement des startups, dans le respect des écosystèmes. Preuve de ce succès, le nombre des entités qui y prendront part. Notre ambition par rapport à cette deuxième édition, c'est de vraiment déployer tous les efforts nécessaires pour la réussir et pour atteindre des objectifs qui sont notamment de permettre à l'ensemble des participants, que ce soit les gouvernements, les décideurs, les acteurs du secteur public et privé, ainsi que les startups, pour échanger leur expérience. En plus des startups et des entreprises œuvrant dans le digital, l'édition de cette année connaîtra la participation d'investisseurs et de participants de plus de 130 pays, avec plus de 50 000 visiteurs prévus. Cette année, nous accueillons 1500 exposants, avec une augmentation par rapport aux 900 exposants de l'année dernière. Cette affluence inédite reflète la confiance des acteurs en notre pays et en son positionnement en tant que hub digital régional. Le salon JTEX offre une occasion idéale d'aborder les différents aspects relatifs à l'avenir numérique en Afrique et de répondre aux défis actuels. Ce sera du 29 au 31 courant à Marrakech. Rencontre à Marrakech sur l'accompagnement de la décarbonation des entreprises, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et la Confédération générale des entreprises du Maroc en collaboration avec la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. L'objectif est d'expliquer aux entreprises les étapes d'une stratégie axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des exemples concrets à l'appui. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu du Maroc en faveur de la lutte contre le changement climatique et illustre la collaboration pérenne pour renforcer la compétitivité du secteur privé et faciliter son adaptation aux normes environnementales internationales.
Et je vous propose d'écouter le représentant de la Banque européenne d'investissement au Maroc, Adrien de Bassompierre, qui met d'ailleurs en exergue l'importance de ce genre de rencontres. En tant que Banque européenne d'investissement, nous trouvons ces rencontres particulièrement importantes. C'est un dialogue, bien entendu, sur les exigences liées à la transition énergétique, mais pas seulement les exigences, c'est aussi les opportunités économiques. Et donc nous insistons à la fois sur comprendre les défis pour s'adapter aux nouveaux enjeux climatiques et environnementaux du futur, mais aussi pour saisir les opportunités économiques et financières qui sont liées à cette transition. Donc il ne s'agit pas seulement de contraintes, mais aussi d'opportunités. Et nous sommes ici pour aider les entreprises à comprendre ces enjeux pour mieux agir, justement. Et donc nous, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne ici au Maroc et aussi la CGEM, nous avons pu élaborer un guide de la décarbonation des entreprises qui est accessible en ligne et qui est gratuit et qui a pour but justement d'accompagner les entreprises partout au Maroc. Direction à présent le Proche-Orient et là nous abordons l'actualité internationale. Des milliers de civils palestiniens continuent de fuir la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, pilonnée par Israël et menacée d'une offensive terrestre d'envergure le jour où les Palestiniens marquent l'anniversaire de la Nakba. Dans la bande de Gaza assiégée et ravagée par la guerre, la population civile déplacée plusieurs fois depuis le début de la guerre est de nouveau sur les routes pour tenter de trouver donc un refuge, même s'il n'y a pas d'endroit sur Arza selon l'ONU. Au 8e mois de la guerre, plus de 35 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, essentiellement des civils selon le ministère de la Santé du Hamas. Et puis les élections présidentielles américaines, c'est dans près de 6 mois, en novembre plus précisément. Selon plusieurs analystes, l'élection présidentielle va se jouer dans les États clés, swing states, qui basculent d'une élection à l'autre dans le camp démocrate ou dans le camp républicain. Les deux candidats, Joe Biden et Donald Trump, sont prêts à débattre le 27 juin et en septembre prochain sur CNN. Les débats présidentiels sont toujours des temps forts des campagnes électorales américaines et ils le seront particulièrement cette année. Cap à présent sur Casablanca où l'association marocaine de la presse sportive a organisé hier une cérémonie d'hommage à des figures de la presse sportive nationale. Un moment de reconnaissance et de gratitude envers des journalistes de renom qui ont marqué par leur compétence et professionnalisme le petit écran. Reportage Amin Hennaoui et Soufiane Ibrahimi. Le récit est signé Iman Ablo. C'est désormais une tradition doublée d'un profond moment de gratitude envers ceux qui font les beaux jours de la presse sportive au Maroc. Des figures aussi emblématiques les unes que les autres, connues et reconnues du petit écran. Des figures de proue ayant marqué de leur empreinte la scène sportive nationale. Parmi elles, notre collègue Boubkr Benrabrit, journaliste et présentateur du journal télévisé d'El Oula. Un riche et long parcours professionnel, des plus inspirants. Je suis très ému parce que ce sera une consécration pour une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection, puisque Si Boubkr a été pendant quelques années un de mes maîtres. Et je voudrais aussi rappeler que son parcours trouve ce couronnement, ou son couronnement dans cette cérémonie organisée par l'Association marocaine de la presse sportive. Pour rappeler qu'il, pendant plusieurs années, était un des piliers du service sport de la RTM Chaîne Inter, notamment service production, et qu'il a couvert de très nombreuses manifestations, vécu beaucoup d'événements nationaux et internationaux. Et c'est un juste retour des choses, d'autant plus que la radio-télévision télévision marocaine a toujours été une école pour tous ceux qui sont un jour passés par là, qui sont restés là et qui continuent à produire des événements sportifs, couvrir des manifestations dans le domaine du sport. Il est de notre devoir de célébrer les journalistes sportifs, ceux qui ont particulièrement été au service de la presse sportive et du sport national en général. Ils méritent toute notre reconnaissance pour l'expérience qu'ils ont cumulée pendant de longues années.
Des icônes et d'autres professionnels qui tracent tout aussi leur sillon dans la scène médiatique sportive avec la même passion et ténacité. Je suis très heureux et je remercie vraiment l'ANPS pour ce choix et c'est vrai que c'est important pour que en tant que moi, en tant que journaliste, mais aussi l'ANPS, on puisse être présent dans les événements pour représenter comme il faut le Maroc. Un hommage des plus mérités à ces grands professionnels qui ont en partage l'amour du métier et un attachement viscéral aux valeurs intrinsèques du sport. À celles et ceux qui ont accompagné les grands événements sportifs à l'échelle nationale et internationale avec panache et ferveur. De la page sportive à la page littéraire, place à présent à notre invitée ce soir, Madame Fayrouz Fawzi, écrivaine et professeure d'enseignement supérieur, pour la présentation d'un nouvel ouvrage intitulé Éloge des fusions, 60e anniversaire Maroc-Québec, un livre édité en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Bonsoir Madame Fawzi Fayrouz, nous lisions, vous êtes écrivaine et professeure d'enseignement supérieur. Éloge des fusions, 60e anniversaire Maroc-Québec, est un ouvrage collectif qui réunit 27 auteurs et autrices québécois d'origine marocaine, mais également des Canadiens. Alors, comment l'idée de cet ouvrage a émergé ? D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, cet ouvrage témoigne de la relation, de la densité des relations institutionnelles et humaines entre le Québec et le Maroc. Donc acté il y a 60 ans, donc ils décrivent la fraternité, l'amitié, le beau, la littérature aussi, partagée comme point commun entre les deux rives. Donc cet ouvrage, Éloge des fusions, réunit 27 auteurs et autrices qui ont partagé leur sensibilité à travers la prose et le vers afin de décrire ce vivre ensemble, ou autrement dit cette belle cohabitation humaine entre les Québécois et les Marocains. Alors, l'ouvrage se présente sous forme de texte et de prose dans lequel les auteurs partagent leur propre vécu et expérience entre le Maroc et le Canada. Une belle manière de marquer donc le 60e anniversaire des relations entre le Maroc et le Québec. Quelle est votre sensibilité par rapport à ces liens ancrés dans l'histoire ? En fait, ma sensibilité en tant qu'auteur et écrivaine aussi s'articule à travers mon texte qui s'intitule « Vivre avec nos différences » parce que l'amitié, la fraternité désigne aussi le vivre ensemble et la découverte de l'autre. Donc en tant qu'auteur, on découvre l'autre à travers la plume, aussi à travers le dialogue culturel qui traduit dans cet ouvrage Éloge des fusions. Alors, vous vous intéressez particulièrement également à la thématique de la migration. Une importante communauté marocaine réside au Canada. Seulement, nous constatons ces dernières années une migration inversée. C'est-à-dire que ces Marocains prennent le chemin du retour vers leur terre d'origine, le Maroc. Quelle lecture faites-vous de ce constat ? En fait, l'immigration n'est plus juste un processus inachevé de frustration, d'isolement ou de complications. Au contraire, c'est aussi la réalisation de soi dans un nouveau contexte qui témoigne de dialogue, de vivre ensemble. Mais cela n'empêche qu'on voit vraiment un retour, immigration inversée, dû à plusieurs facteurs, y compris la crise économique. Et là, je prends l'exemple du Québec. Donc, après la pandémie, il y a une certaine crise d'ordre économique surtout. Et puis, le mode de vie s'effrite pour la majorité des Marocains, des Maghrébins. Et c'est ainsi qu'il y a un retour au pays d'origine, sachant que notre pays est connu par son climat agréable, des hivers doux, des étés chauds. Donc tout cela, ce sont des facteurs qui encouragent aussi cette immigration, ce retour au pays d'origine. Mis à part l'investissement économique, ce qu'on voit vraiment notre pays en pleine évolution. En pleine évolution, en plein développement. Et nous sommes vraiment fiers de ça et on encourage cet genre de rotation économique. Donc le transfert de savoir à travers cet aller-retour, c'est très important aussi pour l'épanouissement de notre pays.
Alors, un dernier mot sur votre actualité littéraire. Vous travaillez sur un nouveau livre, sur votre thématique de prédilection, la migration. Je le nomme l'immigration arabo-méditerranéenne au Canada. De quoi est-il question exactement ? En fait, c'est un ouvrage qui résume plusieurs années de réflexion autour de la question migratoire, cette question de réintégration socio-économique et les entraves que subit l'immigré dans un nouveau contexte. Donc, on donne des solutions, on fait l'analyse, il y a des observations sur le terrain. Donc, c'est une très belle référence aussi pour des immigrés qui veulent immigrer au Québec, Canada, en général, Québec plus particulièrement. Et on vient de le signer au Salon du Livre. J'ai dit le dernier ouvrage, je crois que c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Parce que vous travaillez sur un dernier ouvrage. Tout à fait, un roman en fait. Un roman, ça sera un roman, mais ça on a déjà travaillé sur Éloge des fusions. Et là, il y a un projet d'un roman aussi qui touche cette thématique de l'immigration. Effectivement. Donc pour cet ouvrage, ça reflète le social, le vécu. Donc, comment la fiction reflète le social, le vécu de l'immigré. Donc, en fait, la fonction sociale de l'œuvre littéraire, autrement dit aussi, c'est mentionné dans cet ouvrage. Madame Fayrouz Fawzi, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle, vous êtes écrivaine, professeure d'enseignement supérieur et je rajoute également sociologue. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Voilà, merci. Passionné d'écriture, il rêve de devenir écrivain, justement. C'est à Fès qu'ils se sont donné rendez-vous pour prendre part au concours d'écriture en langue anglaise. Un concours organisé par la fondation Olive Seed. Et bonne nouvelle, le vainqueur sera publié dans une maison d'édition. Reportage Anwar Al-Goumari, Abd Ilal Cheb et Maria Oued. Ils ont en commun la passion de l'écriture et de la littérature anglaise. Parfaitement anglophones depuis leur plus jeune âge, ces jeunes lycéens venus de tout le Maroc ont été minutieusement choisis pour leur talent et leur aisance stylistique afin de participer à ce concours national d'écriture en anglais. Je suis très heureux de participer à cette rencontre qui réunit des écrivains anglophones venant de tout le Maroc. I am very proud to be here. I'm grateful for my teacher and everybody who has made it. Je suis très fière d'être là et de participer à ce bel événement littéraire. La pratique de l'anglais m'a ouvert beaucoup de portes et j'en suis très reconnaissant. Être ici me procure une joie indescriptible. D'ailleurs, on a participé à beaucoup d'ateliers destinés à comprendre la méthodologie liée à l'écriture d'un roman. Encadrés par des intervenants et des professeurs américains de renom, les apprentis écrivains ont participé notamment à des ateliers d'écriture et à un concours de nouvelles. Le gagnant de cette édition sera publié et verra son nom sanctifié. I started Morocco Library Project over 10 years ago. Je suis originaire de San Francisco et je suis une fervente défenseuse de la langue anglaise. Depuis 10 ans maintenant, j'ai à cœur d'accompagner les lycéens marocains dans leurs projets d'écriture. Voilà pourquoi nous avons organisé aujourd'hui un concours de nouvelles. Lire l'anglais, parler et écrire jouent un rôle crucial dans la réussite scolaire et l'insertion professionnelle de cette jeunesse émérite dans laquelle se cache peut-être le futur Charles Dickens de demain. On parle du bonheur à présent. Comment ça marche? Eh bien, la question a été au cœur d'une conférence philosophique donnée à Casablanca par le sociologue et écrivain français Jean-François Dorty. Comment y accéder? Comment faire de sa vie presque un enchantement? Autant de questions abordées et dont les réponses ne peuvent dépendre que de nous-mêmes. Achour Ben Msaoud, Dominique Orlando. La quête du bonheur semble une démarche qui n'a pas de fin et le genre humain en sait quelque chose puisque cela perdure depuis au moins la nuit des temps. Aristote disait déjà ça il y a 2300 ans, c'est le but suprême que l'être humain souhaite atteindre, être heureux.
Bon, le problème, c'est qu'on peut s'interroger pourquoi dans une société qui s'est tellement améliorée au fil des siècles, depuis Aristote, on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, on est mieux éduqué, on est quand même plus riche, même s'il y a beaucoup de pauvres encore. Et pourtant, on a découvert assez récemment que tout ça n'amenait pas forcément le bonheur. Et si le bonheur se résumait tout simplement à ces quelques constantes élémentaires ? Il faut être déjà en bonne santé, parce que si vous avez des douleurs chroniques, c'est pas si facile d'être heureux. Il faut sans doute avoir un travail qui vous plaise. Il faut sans doute avoir aussi de l'amour, des gens que vous aimez et qui vous aiment. Ça, c'est déjà les conditions de base. Puis ensuite, il y a peut-être d'autres choses. Il y a des personnalités qui sont plus aptes au bonheur que d'autres. Il semble que cela soit aujourd'hui le cas de M. Lamsofer, qui présentait en parallèle son dernier ouvrage consacré justement au bonheur, et selon les grands philosophes. J'ai voulu que ce soit un livre de chevet pour les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le poser. Il y a 20 chapitres qui se lisent en fait indépendamment les uns des autres. Et à chaque fois qu'on a le cœur serré, on peut aller chercher un chapitre, et je vous assure que ça apaise énormément. Autant d'indications comme un jeu de pistes qui ne serait valable qu'à titre individuel, car s'il est un bonheur que l'on peut considérer comme acquis, c'est bien celui de n'avoir à ressembler qu'à soi-même. La philosophie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, sois heureux, quel que soit le moment que tu vis. C'est-à-dire... Voilà, on termine sur cette note très positive du bonheur. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée et à demain.